Donc, en introduction, la mort subite du sujet jeune, elle confronte les proches à l'inattendu de la mort, doublement inattendu puisque c'est toujours un inattendu la mort, même si on le sait en théorie, mais dans ce contexte de moins de 40 ans, ça reste un inattendu magistral. Et donc, au niveau psychologique, on est vraiment dans le champ du traumatisme et du deuil. Et ces deux dimensions-là, elles suscitent beaucoup de désorganisation psychique au niveau individuel et au niveau collectif. Donc, la clinique du traumatisme, un traumatisme, c'est un événement qui confronte le sujet à la mort sans anticipation ni préparation. Et il est vécu dans un sentiment d'effroi et d'impuissance. Ce sentiment d'impuissance est quelque chose qui revient énormément dans les consultations et dans le travail psychothérapeutique qu'on peut faire. Et on parle vraiment de commotion psychique quand on parle de traumatisme. Et la dimension traumatique, elle trouve sa signification dans le fait que c'est un irreprésentable pour le sujet, car dans l'inconscient, la mort n'existe pas. C'est un présupposé sur lequel on pourrait discuter, mais dans notre inconscient, nous ne sommes pas mortels. Et pour tous les sujets, ce jour-là, la vie change. Alors quand je parle de sujets, je parle des apparentés, au-delà de ce qui s'est passé pour le sujet lui-même, le patient lui-même. Donc, on retrouve très souvent un état de stress post-traumatique dans les familles. Et donc, le stress post-traumatique, c'est une réaction émotionnelle qui est normale face à une expérience traumatisante, car il y a des graves préjudices pour notre propre vie ou celle d'un proche. Donc, on peut la retrouver des deux côtés, pour des patients, par exemple, qui font des morts subites récupérées, mais aussi pour les apparentés. Elle se caractérise par trois aspects. La réviviscence, c'est-à-dire que c'est des souvenirs répétitifs, des cauchemars qui peuvent revenir. Et donc, dans cette réviviscence, à chaque fois qu'il y a cette compulsion de répétition, c'est malgré tout une tentative pour le sujet de transformer ce qu'il a vécu dans la passivité et dans un aspect traumatique. Il y a aussi beaucoup de situations d'évitement et un état d'hypervigilance. Et donc, ce cocktail-là, mis dans une situation à risque cardiologique, amplifie bien évidemment les craintes chez les apparentés de faire eux-mêmes une mort subite ou d'avoir des troubles du rythme. C'est-à-dire que si on est stressé, qu'on est dans un état d'hypervigilance, etc., ça suscite des troubles du rythme liés aussi à une part émotionnelle importante. Donc, les manifestations réactionnelles au traumatisme, elles peuvent être des symptômes anxieux, insomnie, cauchemars, des plaintes somatiques, un manque d'intérêt et une perte de plaisir, de l'irritabilité et de la colère, du détachement et du retrait social, de l'agitation, une absence d'émotion liée à l'état de sidération dans lequel peuvent se trouver les sujets et avant tout un sentiment d'insécurité. Donc, tout ce panel de réactions est tout à fait normal et adapté par rapport à la situation, mais il ne faut vraiment pas banaliser ça et il faut aussi prendre la mesure de combien de temps ça va durer. Pour les proches, c'est un deuil qu'on caractérise à potentiel traumatique. Il existe plusieurs catégories de deuil et donc celui-là, il est vraiment considéré comme un risque, comme un deuil potentiellement traumatique, où on retrouve avant tout un sentiment d'injustice, un sentiment de culpabilité, et que la culpabilité, ça a aussi une fonction de lutte contre le traumatisme, puisque en se culpabilisant, l'apparenté va avoir le sentiment de reprendre le contrôle sur ce qui lui échappe et son sentiment d'impuissance. Donc, il y a une valeur protectrice dans la culpabilité, même si elle est lourde à porter. Elle essaye de contourner le fait que la personne n'a pas pu sauver son enfant, son mari, sa sœur, etc. Il y a un sentiment d'isolement parce que tout d'un coup, on est projeté dans la réalité de la mort et dans la conscience de la mort et que pour pouvoir vivre, il faut un petit peu d'insouciance. Et donc, c'est des sujets qui sont vraiment dans une confrontation avec la conscience de la mort qui est assez forte. Il peut y avoir un sentiment de temporalité qui est altéré, des pertes de repères et puis une crise du sens de la vie, avec parfois un sentiment d'abandon, c'est-à-dire qu'on peut soit se sentir abandonné par celui qui est parti, mais aussi, par ricochet, un désir inconscient d'abandonner la vie, son conjoint, son travail. Et donc, ça inaugure parfois des crises vraiment importantes dans les familles et dans les vies des personnes.
Donc, les étapes de deuil, c'est peut-être des choses qui sont plus référencées dans la revue de la littérature. Donc, ce n'est pas forcément dans cet ordre-là. On peut sauter des phases, revenir en arrière, faire qu'une seule, non, plusieurs étapes quand même. Mais on retrouve un état de choc, d'anesthésie, de déni. Et donc, ça, c'est aussi vraiment une étape qui est tout à fait légitime et qui est une manière, d'un point de vue psychique, dont le sujet se défend. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la culpabilité, des remords et bien évidemment de la douleur, et puis de la colère, du marchandage, où c'est une manière de vouloir négocier avec la perte pour trouver des moments, des solutions de sortie, le chagrin, la reconstruction, et puis enfin l'intégration de l'événement qui va trouver sa place dans l'histoire du sujet. Donc pour les parents, ces situations de mort subite, elles donnent souvent un sentiment d'inversion du cours de la vie, c'est-à-dire que ce n'est pas dans l'ordre attendu des choses que de perdre son enfant. Pour la fratrie, souvent les fratries se sentent souvent à risque de mourir par effet de contamination en se disant que je vais être comme mon frère ou comme ma sœur. Et c'est aussi parce qu'au niveau des générations, on est sur le même niveau. Pour le conjoint, il y a un sentiment d'abandon, mais aussi quand il y a des enfants, de responsabilité vis-à-vis des enfants d'être en vie et des élever. Et ça, c'est peut-être pas hyper connu, mais moi, c'est quelque chose que j'entends très souvent en consultation, le fait qu'on n'a pas le droit d'être malade, on n'a pas le droit de mourir, on n'a pas le droit d'être vulnérable quand on est le seul parent de l'enfant qui reste. Et donc, il y a un effet de fardeau qui est souvent très pesant. Et donc, pour les enfants, il n'y a pas de conscience du caractère irréversible de la mort avant l'âge de 5 ans. Donc, pour les enfants qui sont tout petits, c'est aussi important d'avoir conscience que cette question de la mort, elle ne se pose pas comme nous et que les étapes du deuil, elles sont revisitées par l'enfant à chaque étape de son développement. C'est-à-dire que nous, en tant qu'adultes, on va passer par des étapes plus ou moins longues, plus ou moins douloureuses et éprouvantes, mais dans le meilleur des cas, quand on se sort de l'état du deuil, c'est quelque chose qui fait partie. Alors que pour un enfant qui perd un de ses parents, il va revisiter à plusieurs moments de son développement. En fait, à chaque fois qu'il fait un palier dans son développement psychique, il va revisiter ce deuil pour essayer de l'intégrer. Dans tous les cas, dans les familles, il y a une crainte de la répétition et aussi le poids de ne pas avoir pu empêcher la mort de l'autre. Et que ces deux choses-là, au-delà de la dimension vraie par rapport au risque, d'un point de vue médical, la crainte de la répétition et le poids de ne pas avoir pu empêcher la mort de l'autre, c'est en réaction au trauma. C'est des réactions, c'est des effets du trauma qui nous font penser comme ça. Et le sentiment d'impuissance est bien évidemment très présent. Alors, les tests génétiques des apparentés après une mort subite, alors en tant que psychologue, on peut voir les apparentés soit pour des tests génétiques, soit quand il y a une demande de prise en charge psychothérapeutique. Donc, quand il y a des tests génétiques qui ne sont pas forcément à l'initiative de la rencontre avec nous, mais voilà, il se passe souvent des choses dans les consultations. Vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir accueillir le patient là où il en est avant d'agir. C'est-à-dire que face à une situation de traumatisme et de deuil, tous les êtres humains vont avoir envie d'agir. Et donc ça, c'est aussi en réaction et au trauma et au sentiment d'impuissance. Et donc avant de dire oui à une prise de sang, avant de dire oui à des tests génétiques, que ce soit pour des enfants comme pour des adultes, c'est vraiment de prendre le temps d'accueillir ce qu'il y a derrière la demande et à quel besoin ça répond, cette demande. Parce que des fois, souvent, ils n'ont pas forcément les moyens de pouvoir intégrer leurs propres résultats dans le contexte d'une mort subite. Donc, on observe des sentiments ambivalents quand il y a des tests génétiques, parce que si les tests sont négatifs, ils ne viennent pas réparer la mort de l'autre, mais ils rassurent quand même par rapport à soi-même ou des fois par rapport à sa descendance quand ça concerne des frères et sœurs. Et s'ils sont positifs, on peut se dire quand même qu'on peut mettre en place d'un point de vue médical de la prévention et un suivi et des fois des traitements qui sont efficaces, mais ça a tendance à court terme à augmenter l'angoisse. Donc, s'il y a des tests génétiques dans la famille, c'est vraiment précieux, comme je disais tout à l'heure, de clarifier l'intention qui est cachée derrière la demande du test.
Est-ce que l'intention, c'est pour que la mort ne se répète pas? Est-ce que l'intention, c'est que derrière, la personne va peut-être recevoir l'annonce de son résultat comme une annonce du risque de mourir ou même le risque que ça se répète? Et donc, derrière toute demande de test, vraiment prendre le temps de savoir de quel besoin ça raconte. Est-ce qu'il y a un besoin de confiance, de protection, de se dire qu'on a du temps devant soi et que c'est vraiment précieux de l'identifier avant le résultat et de différencier la stratégie du besoin. C'est-à-dire que le test, pour moi, c'est une stratégie, par exemple pour prendre soin, pour protéger, pour se rassurer ou mettre en place des mesures médicales et de savoir de quel besoin ça parle, parce que des fois, il peut y avoir plusieurs stratégies pour nourrir le besoin du patient. Donc, avant tout, c'est vraiment précieux pour les apparentés de dire que l'histoire passée du sujet qui est décédé n'est pas celle des autres membres de la famille dans le futur, que chaque personne est unique et différente, même si on a tous un patrimoine héréditaire et qu'on a une famille. Et donc, la prédiction anxieuse du devenir de la descendance, c'est aussi de se dire que le futur reste toujours un inconnu et qu'il est aussi porteur d'espoir. Et c'est vraiment précieux de remettre le patient dans le présent de son histoire et de s'intéresser aussi aux liens et aux dynamiques familiales qui existent, puisque quand un sujet meurt dans une famille, ce n'est pas qu'une information immédiate, mais il y a tout un contexte de liens, de structure familiale qu'il est vraiment précieux de prendre en compte. Donc la prise en charge psychologique, elle peut se faire de deux sortes, soit une prise en charge précoce par des dispositifs de débriefing et de consultation, soit une prise en charge psychothérapeutique un petit peu à distance de l'événement, avec différentes approches comme des approches psychodynamiques, le MDR, des groupes de parole. Dans les faits, moi, par rapport aux demandes de prise en charge, je vois que c'est rarement à court terme qu'elles arrivent, mais qu'il faut au moins 6-8 mois aux personnes pour faire émerger une demande. Et qu'il existe bien évidemment, comme Céline a dit tout à l'heure, le centre de ressources psychologiques qui peut écouter et réorienter les patients qui en ont besoin et les psychologues dans les centres, dans les différents centres génétiques. Et donc, je précise qu'on est aussi deux maintenant dans le centre de la Pitié-Salpêtrière, puisqu'il y a Julie Terme, nouvelle recrue dans le champ de la psychologie chez nous. Et donc, en conclusion, suite à une mort subite pour les adultes comme pour les enfants, il est nécessaire d'avoir une écoute attentive, contenante et compréhensive afin de les aider à se restaurer. C'est un événement qui est traumatique et un deuil particulier qui demande des capacités d'intégration et de transformation. La demande n'émerge pas toujours, comme je disais tout à l'heure, après une mort subite parce que c'est lié à la sidération. Et donc là, votre rôle en tant que professionnel de santé est vraiment important pour leur dire que c'est tout à fait légitime d'avoir besoin de soutien et que ce soutien, il est vraiment nécessaire et opérant. Donc voilà, donc c'est d'aider les sujets à replacer le traumatisme dans le cours de la vie. Donc j'ai plein de vignettes cliniques en tête, mais je pense que c'est un peu court. Voilà, mais je vous laisse la place si vous avez des questions. Merci beaucoup. C'est absolument passionnant et effectivement, on pourrait passer encore beaucoup de temps. Vous avez beaucoup insisté sur les familles, dans le cas de mort subite avérée. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur les patients qui ont fait une mort subite récupérée et sur les façons de les prendre en charge? Oui, alors les patients qui ont fait une mort subite récupérée, alors que ça peut paraître une victoire quand même d'être en vie et d'avoir été sauvé et puis dans certains cas en bonne forme physique, c'est des patients qui vont très mal, qui des fois ont un risque de mort ou une envie de mort en tout cas qui est assez prégnant et ils sont plus dans une problématique et une dynamique qui s'apparente à la survie et qui sont vraiment dans un état qu'on appelle la survivance. Où ils vont avoir besoin de soutien pour pouvoir quitter ce champ traumatique et de passer de la survie à un élan vital et une réintégration de leur vie. Mais je dirais que c'est des patients qui vont, d'un point de vue psychologique, qui vont pas bien. Voilà. Mais ouais. Très bien. J'ai une question pour vous, madame. Par rapport à d'autres syndromes de stress post-traumatique dans d'autres circonstances, et je pense particulièrement aux victimes des attentats terroristes ou aux équipes soignantes qui ont pris en charge ces attentats terroristes, qui sont aussi, je dirais,
très exposés à ce type de risque. Est-ce que le stress post-traumatique des apparentés de mort subite a des caractéristiques particulières, notamment en termes thérapeutiques, puisque nous, on est assez incisif maintenant sur les thérapeutiques pour nos équipes, pour les patients victimes d'attentats, notamment avec le développement de TCC, avec le MDR, qui ont pris une place importante maintenant, surtout pour remettre les gens au travail et les remettre en condition. Est-ce qu'il y a des éléments communs avec ça pour les apparentés de mort subite, voire pour les patients eux-mêmes? Oui, il y a des éléments tout à fait de comparaison. Après, le dispositif qui avait été mis en place, par exemple, sur les attentats, sur la prise en charge médicamenteuse couplée à une thérapie de groupe, c'est quelque chose qui marche bien. Le MDR, moi, j'ai observé dans ma pratique que c'était quelque chose aussi qui était efficace à court terme pour restaurer le sujet, mais qu'après, derrière, ça demandait quand même un travail un petit peu plus de longue haleine. Et ce qui est quand même singulier et différent que les attentats, c'est que pour les apparentés, c'est quelque chose qui vit dans leur corps. Et donc, au niveau cardiologique, ils sont un peu dans un mouvement, dans un moment hypocondriaque. Et des fois, le fait qu'il y ait eu une mort subite dans la famille, ça fait forcément des bilans cardiaques qui amènent de la prévention. Mais moi, j'ai en tête, par exemple, une patiente, elle avait un frère de 19 ans qui avait fait une mort subite. Et dans la foulée, il y avait une prise en charge médicale pour elle. On avait découvert qu'elle avait un Brugada. Elle avait été implantée d'un défibrillateur qui avait plusieurs fois choqué. Tout ça en une année. Et là, tout ce risque de mort et cette préoccupation autour de ça. Et puis, elle était mère de 2 jeunes enfants. La préoccupation autour de sa propre vie était vraiment réelle. Donc, ils sont dans un état de stress post-traumatique et en deuil. Et en plus, ils sont préoccupés par rapport à leur propre état de santé. C'est vraiment une circonstance à très, très haut impact. On est d'accord. On vous demande quel est le ressenti de l'autopsie. Est-ce que c'est évoqué par les familles? C'est peu évoqué. Moi, quand ils m'en parlent, c'est dans la recherche de causes. Et le fait de pouvoir expliquer une mort brutale est quelque chose quand même qui répare et qui restaure. Donc ça aide à amener du sens en fait à ce qui paraît vraiment effroyable et avoir du non-sens pour les familles. Donc c'est quelque chose qui est très important pour eux.